Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai fait exprès de ne pas faire une introduction parce que je voudrais que vous puissiez prendre vos popcorn, prendre vos chaises et vous asseoir. On va décrypter aujourd'hui ce qui se passe en ce moment. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ce compte, à liker cette vidéo et également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram ou même TikTok. Et surtout, le plus important, à me donner vos avis dans les commentaires. J'en ai vraiment besoin. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, sentez-vous libre dans la section commentaires. Dites-moi tout ce que ça vous inspire, ce sujet. Et donc, sans plus tarder, commençons. Comme vous le savez tous, le président Donald Trump, dès son arrivée, a fait des promesses à son peuple, comme à l'accoutumée. Et l'une d'elles était bien évidemment de rééquilibrer la balance commerciale. La balance commerciale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce que vous exportez moins ce que vous importez. Or, les États-Unis, comme vous le savez très bien, c'est un pays qui consomme énormément. Et donc, plus vous consommez, plus vous importez. C'est difficile pour les exportations de suivre la cadence. Donc, soit vous gagnez des parts de marché, des investissements, donc exportation, soit vous réduisez le taux d'importation, donc pour rééquilibrer un peu cette balance. Et c'est exactement cette méthode qu'a voulu adopter le président Trump. Parce que son idée, c'était vraiment de taxer les importations et se fixer sur le commerce interne des États-Unis pour justement rééquilibrer cette balance. L'idée, c'était aussi pour régler cette problématique de déficit parce que c'est un pays très déficitaire et très dépendante des autres, notamment la Chine. L'idée, c'était vraiment de remettre le commerce au cœur des États-Unis. C'est pas une décision simple, mais ça a été sa décision. Et donc, la deuxième partie, c'est la guerre des taxes. C'est quoi ces tarifs douaniers? Imaginez qu'une entreprise chinoise, par exemple, qui vend des téléphones. Il vend des téléphones aux États-Unis. Normalement, il le fabrique à 200 €, à titre d'exemple, à 200 € par exemple, et il le revend à 500 € aux États-Unis, donc il a une marge de 300 € à peu près. Et le président Trump qui dit « Ok, tu veux vendre ton téléphone chez moi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas payer 25% en plus à l'entrée. » Du coup, ce même téléphone va coûter beaucoup plus cher à l'entrée. Donc soit c'est l'entreprise chinoise qui absorbe la perte, et donc essaye d'avaler les 25% dans ses 500 € ou même dans ses 200 €. Soit, tout simplement, le téléphone devient plus cher. Et donc, le consommateur va payer beaucoup plus cher. Et ça a été imposé sur des millions de produits, l'acier, l'aluminium, des produits électroniques, des jouets, des vêtements, même des pièces détachées d'automobiles. Pourquoi il a fait ça? C'est justement pour rendre le marché américain plus compétitif. Donc, pour tout le monde, vous vous direz, au lieu de payer 700 € du téléphone qui vient de la Chine, ben en fait, j'ai le même prix pour un téléphone fabriqué aux États-Unis direct. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais beaucoup plus prendre ce qui est fabriqué directement aux États-Unis. Et ça viendra renforcer et favoriser le commerce local. Et deuxièmement, c'est aussi de forcer les entreprises à produire localement parce que tu te dis, rien ne m'empêche de fabriquer ici directement et de faire en sorte de remplacer ces entreprises ou même ces produits chinois qui ne pourront plus rentrer dans le pays. Et donc, ça ne sera qu'au bénéfice de ces investisseurs ou même des personnes qui vont prendre cette responsabilité de produire localement. Qui dit produit local dit que l'argent va tourner directement à l'intérieur du pays. Pour arriver à combler le déficit commercial, ce qui peut favoriser énormément de choses. Ce que Trump va appeler une stratégie, d'autres pays ne leveront pas de cet œil-là, ce sera plutôt un bras de fer. Et les raisons de sa stratégie, c'est bien évidemment de relancer l'économie au sein des États-Unis, ce qui ne sera pas bien vu de l'autre côté, donc du côté de la Chine, toutes ces entreprises qui vendaient leurs produits aux États-Unis, où il y a beaucoup de consommateurs, comme on l'a dit, eh bien, perdront énormément d'argent et ce qui ne sera pas favorable pour l'économie de la Chine. Ça, c'est une parenthèse. Deuxièmement, comme on le sait très bien, Trump a toujours voulu avoir un peu la main sur tout. Il veut avoir l'eau canadienne, les minerais du Groenland, plus de commandes militaires, les terres rares en Ukraine. Bref, il veut mettre sa main partout, il veut tout posséder et pour lui, c'est que en son honneur. C'est son deuxième mandat et peut-être son dernier, ou je pense son dernier. Pour lui, ce sera une manière d'imposer clairement son passage et de dire qu'il a marqué d'une certaine manière l'histoire des États-Unis. Et sa troisième raison, c'était bien évidemment, comme il a promis aux Américains lorsqu'il a pris son poste, de réduire les impôts. Qui dit réduire les impôts dit qu'il faut que les travaux publics soient réduits. Cette responsabilité et cette partie qu'il a confiée à Elon Musk pour venir combler et ajuster les impôts. Mais toute cette stratégie n'a pas eu l'effet escompté. Il y a plusieurs économistes qui disent que cette stratégie était complètement tiré par les cheveux parce que pour eux, c'était tout simplement Trump qui voulait marquer sa domination pour dire c'est moi qui décide, c'est moi la plus grande puissance aujourd'hui et quand je prends une décision, vous suivez tous, que vous soyez d'accord ou pas. Ça n'a bien évidemment pas été bien vécu. Et on va se concentrer un tout petit peu sur la Chine. Pourquoi la Chine a été la plus grosse cible? Pourquoi c'est un géant qui dérange? Parce que tout simplement la Chine, c'est le pays qui dérange l'hégémonie américaine. Pas seulement sur le plan économique, mais sur tous les plans. La Chine, c'est l'usine du monde. Aujourd'hui, on sait que tout ce qu'on porte aujourd'hui
est fabriqué en Chine. Soit toutes les marques qui vont écrire Made in France, Made in Italy, Made in wherever, on sait exactement que derrière, quand tu creuses, tu trouveras le nom de la Chine quelque part. C'est l'usine qui fabrique les choses aujourd'hui. Du moins, l'usine qui transforme. Il y a des matières premières qui sont tirées de l'Afrique, etc. Et deuxièmement, c'est parce que c'est une puissance technologique qui monte à pleine puissance. Ça dérange énormément les États-Unis parce qu'ils ne se contentent pas de copier, mais eux, ils produisent, ils inventent, ils créent, ils façonnent, ils innovent. Et donc ça, bien évidemment, c'est une grosse menace pour les États-Unis. Parce que troisièmement, la Chine a une ambition claire et limpide. Devenir la première puissance mondiale. Le projet Made in China 2025, devenir leader en robotique, en intelligence artificielle, en biotech, en énergie, la nouvelle route de la soie, donc tout ça, ce n'est pas juste une guerre économique, ça devient une guerre d'image, une guerre de puissance, une guerre d'influence. Qui aura la main sur quoi? Donc le quatrième point, on est tous tombés sur des vidéos de plein de marchands chinois qui dénoncent l'industrie parce que, évidemment, ils ne se sont pas attaqués à l'industrie de la technologie, ils ne se sont pas attaqués directement à l'industrie de l'énergie, mais qu'est-ce qu'ils ont ciblé? L'industrie du luxe. Toutes ces vidéos qui ont circulé des marchands chinois qui dénoncent puisqu'ils ont travaillé pour ces marques de luxe-là, Dior, Louis Vuitton, Hermès, etc. Et donc qui dénoncent que les prix qu'on voit affichés, les prix qui sont mis en avant, eh bien, n'ont rien à voir avec le vrai prix du produit. Guys, this is a Birkin. I believe I don't need to waste any words introducing Birkin because everybody knows about Birkin. But this one is special. You can tell that the flap and the handles are made of Himalaya crocodile leather, while the rest of it is made of calf leather. Do you know that a Birkin completely made of Himalaya leather for 300,000 USD? So I think this patched design is trying to strike the balance point between the quiet luxury of Birkin completely made of calf leather and the flamboyant luxury of the Birkin made completely of Himalaya leather. And this style recently has been very hot selling. Ça, quelque part, j'ai l'impression qu'on le savait déjà. Intrinsèquement, on savait que toutes ces marques de luxe, ce n'était que du nom. On achetait pour du nom. Mais là, le fait de vraiment voir l'envers du décor, les coulisses, et que tout soit filmé, que tout soit montré avec preuve à l'appui, c'est dérangeant. Ça, qu'est-ce que ça vient faire dans nos têtes? Ça enlève le crédit qu'on pouvait avoir sur le marché du luxe. Et qu'est-ce que ça fait tout simplement? Ça déstabilise, mais d'une manière complète, ce marché-là. C'est ça l'objectif. Et pour eux, c'est une manière de répondre aux États-Unis et leur dire, si vous voulez faire, entre guillemets, les braves et vous voulez faire les mecs, nous, on va vous montrer que c'est nous l'usine, c'est nous qui fabriquons et vous dépendez absolument de nous. Parce que vous ne pouvez pas créer une usine aussi grande que la Chine. En tout cas, pas dans les 10 prochaines années. Donc, comme vous souhaitez nous mettre en difficulté, eh bien, c'est vos entreprises qui seront plus en difficulté. Donc, on sait très bien dans ce monde que c'est ces élites des marchés du luxe qui dirigent toutes les décisions qui vont être prises. Et donc ça, en interne, j'imagine même pas le chaos que ça peut créer en ce moment. Là, au-delà des conséquences géopolitiques que toutes ces histoires peuvent avoir, qui sont bien évidemment la Chine qui va contre-attaquer et imposer à son tour les taxes sur le soja, le vin et certaines viandes, et le fait qu'il peut y avoir comme une guerre de clans, donc ça veut dire deux camps, ceux qui vont soutenir la Chine et ceux qui vont soutenir les États-Unis, l'économie ou même le monde qui sera divisé en deux, des risques de fragmentation mondiale, donc il y aura deux systèmes, deux grandes puissances, deux internets, et demain, qu'est-ce que ça sera? Peut-être deux sortes de monnaie, on n'en sait rien encore, mais ça peut aller dans ce sens-là. Mais j'aimerais bien qu'on se focalise sur l'impact sociétal que ça peut avoir aujourd'hui dans nos têtes, et je pense que c'est pour ça que ça nous concerne tous, parce que dans la société, il y a énormément de choses qui vont changer, il y a énormément de manières de penser qui vont évoluer, qui seront changées et qui vont avoir des répercussions sur le monde aujourd'hui. Parce que ce conflit ne se joue pas qu'à Wall Street, s'infiltre dans nos téléphones, dans nos placards, dans nos têtes. Parce que nos produits, encore une fois, ça vient tous de la Chine, même ceux qui sont made in France. On sait que quelque part, et on l'a vu avec énormément de marques européennes, H&M, Zara, qui sont tous passés par ces scandales-là, ils s'étaient dénoncés qu'ils fabriquaient en fait en Chine et qu'ils faisaient travailler des enfants, etc. Au-delà de ça, ce que ça a suscité dans les têtes des gens. Déjà, tout à l'heure, on parlait du fait que ça jetait du discrédit sur les marques de luxe.
Mais également, ça met dans les têtes de tout le monde qu'en fait, tu peux te procurer un sac qui coûte 38 000 € à 800 balles. Et je vous promets que j'ai cliqué sur le lien et j'ai vérifié tous ces liens jusque ça ramenait et tu pouvais mettre tes coordonnées, etc. et vraiment voir que c'était du concret. Et on sait tous qu'aujourd'hui, mettre un sac Birkin, porter des chaussures Hermès, etc., c'est pas juste parce qu'on a envie de sortir. Ou avoir ce sac-là qui coûte 38 000 €, c'est pas juste parce qu'on a envie de ranger son téléphone ou avoir une envie de ranger des choses à l'intérieur. Mais bien évidemment, on achète à cause du nom. On achète le sac Hermès parce que c'est du Hermès. En soi, on va pas acheter la matière, on va pas acheter la qualité, on achète le nom. Et le fait que ce soit ainsi, il y a énormément de personnes qui ont plongé dedans. J'ai même eu des copines proches à moi, quand j'ai posté ça dans ma story Instagram, qui m'ont dit que bien évidemment, elles étaient très chaudes de commencer à aller en Chine, si c'est le cas, bien vérifier d'où viennent exactement les vêtements Zara, H&M, etc. Toutes ces usines sont en train de sortir du silence. Bien, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? À aller directement, au lieu d'acheter un pantalon, j'en sais rien, à 50 balles, aller l'acheter directement à 10 balles. Ou 5, ou 3 par exemple. Et ça, pour ne pas parler des conséquences sur l'environnement, sur le monde, sur le climat que ça peut avoir, ça encore c'est une autre question. Et également, ça sera l'apogée de la contrefaçon. En fait, c'est comme si on donnait un permis de contrefaçon à tout le monde. Que certaines catégories de produits n'appartiennent qu'à l'élite. Il y a l'élite qui peut se procurer un sac à 38 000 balles. Hein, c'est pas tout le monde qui gagne un SMIC qui peut le faire. Voir le fait que ça devienne aussi accessible, non seulement par exemple pour la France, parce qu'on sait bien le PIB de la France dépend de ces marques de luxe qui sont françaises, donc LVMH. C'est pas grâce à nos SMIC que sont embellis tous ces calculs de PIB de la France. Bien évidemment que ça dépend de ce que gagnent les marques qui sont un peu plus dans le luxe et un peu plus dans les grosses enseignes. Et donc le fait qu'ils prennent un coup, on ne se rend pas compte, mais ça a des répercussions sur notre économie en France. Parce que notre PIB ne sera plus pareil, que tout le monde va se permettre de copier des concepts, en fait, il n'y aura aucune règle. Après, vous me dites vraiment ce que vous en pensez dans les détails. Je me dis que même dans la société, il y aura comme une guerre de classe. Parce que c'est exactement ça. Lorsque tu veux te procurer un sac Hermès, tu veux te procurer un sac à 20 000 €, c'est parce que dans ta tête, tu penses qu'en portant ce sac, tu vas appartenir à une catégorie de personnes. Tu vas appartenir à une classe dans la société, tu seras beaucoup plus respecté, tu auras beaucoup plus de valeur que d'autres personnes. Parce qu'en t'achetant ce sac-là en Chine directement à 500 balles ou à 1000 € ou à 2000, 3000 €, ok, tu n'auras pas bénéficié de tout le parcours privilégié dont bénéficient toutes ces personnes qui passent directement sur les Champs-Élysées et achètent un sac Dior ou achètent un sac Yves Saint Laurent, etc. Ils bénéficient d'un pot de champagne, ils bénéficient de tellement de choses. Tous ces privilèges-là, tu ne les auras pas. Mais dans la société et aux yeux du monde, tu seras beaucoup plus honoré, tu seras prise au sérieux parce que pourquoi? T'as un sac Birkin, pourquoi? T'as un sac Dior ou Louis Vuitton. Sans peut-être avoir la carrure qui suit. Pour avoir ce genre d'objet, il faut être riche. Mais comme tu ne l'es pas et que tu veux montrer que tu l'étais, ça c'est un problème, que ce soit personnel ou dans notre société. On rentre dans une phase de fausseté où tout le monde va se donner, entre guillemets, un genre, tout le monde voudra paraître. Et ça, c'est un problème. Et encore pour la jeunesse actuelle, j'en fais partie, on n'aura plus le sens de valeur, on n'aura plus le sens de travail parce que tellement ces choses deviendront accessibles qu'elles n'auront même plus de valeur à force. C'est pas juste un conflit entre deux superpuissances mondiales, mais c'est un choc de vision, c'est une bataille pour l'avenir. Qu'est-ce que va devenir la société dans 5 ans, dans 10 ans? Comment est-ce qu'on va réfléchir? Quelles sont les valeurs qui vont nous conduire? Est-ce que les classes vont disparaître? Parce que déjà, ça, je pense que ça aura lieu, d'accord? Il n'y aura plus de classe moyenne, tout simplement. Ça, on le voit avec énormément de choses qui se passent en ce moment. Que ce soit l'inflation ou même l'économie qui n'est pas très stable. On sait que dans les années prochaines, il y aura soit les pauvres et soit les riches. Les classes moyennes vont se fondre un tout petit peu. Mais avec tout ça, on ne choisit plus simplement ce qu'on achète, mais en fait, on choisit dans quel monde on veut vivre. La guerre économique devient une guerre de valeurs, ou même de l'histoire qui sera gravée. Et pendant qu'on va scroller sur TikTok ou on va commander nos vêtements pas chers, un autre conflit va se jouer, mais en fond. Celui de savoir quel est le futur qu'on veut avoir. Celui qui façonnera réellement notre futur.
Et on pense qu'on vit dans un monde très globalisé, mais en fait, on vit clairement sur un champ de bataille. Des puissances, et ce n'est pas dans les armes maintenant, mais c'est réellement dans les soft power, et je pense que je ferai une vidéo dessus. Aujourd'hui, c'est vraiment le continent asiatique qui va détenir les soft powers dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'alimentaire, le cinéma, etc. Ça, je ferai une deuxième vidéo pour parler de ça. Mais vraiment, je souhaitais en parler un tout petit peu avec vous, et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en aurez pensé. Et pour cela, on se dit à la prochaine vidéo.